Je suis Aïssata Kamara, je viens de la Guinée-Conakry, précisément la ville des Agrumes, Kindia, où il y a une petite université créée en 2006, que j'ai rejoint en 2008, comme d'abord chef de département, puis vice-doyenne jusqu'à nos jours. Donc, je travaille sur les teinturières de Kindia. C'est un travail que j'ai déjà entamé depuis la maîtrise. J'ai commencé depuis la maîtrise avec un projet de construction de village artisanal à Conakry. Ensuite, au master, j'ai fait sur la mutation d'une activité féminine autour de la mutation autour d'une activité féminine, cas des teinturières de Kindia, que j'ai soutenu en 2014. Donc, c'est dans cette même lancée, j'ai voulu continuer, mais maintenant en intégrant avec le foncier, puisque c'est un problème crucial qui se pose avec l'étalement urbain, avec ce changement, comment on appelle, de l'environnement, parce que elles étaient habituées à avoir un espace à elles, où il n'y avait pas de contraintes, personne ne venait les déranger, mais avec les nouvelles nomenclatures de la ville, l'évolution de l'économie, les changements de régime ont fait que maintenant elles rencontrent des difficultés d'installation, de production de leurs produits et aussi d'affirmation. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur la pression foncière et les résistances féminines en Guinée, cas des teinturières de Kindia à l'épreuve de la croissance urbaine. Donc, je disais que l'étalement urbain n'est pas seulement, n'est pas seulement fait en Guinée, c'est dans toute la sous-région de l'Afrique et que de l'Afrique de l'Ouest, avec cet étalement urbain non contrôlé par les politiques de l'État et aussi l'anarchie qui l'accompagne. Cette urbanisation galopante entrave certaines activités, surtout ceux des économies qui utilisent la terre pour leurs activités économiques. Donc, ce phénomène d'urbanisation qui entache aussi ces activités, surtout pratiquées par les femmes, n'épargne pas ceux de la Guinée, plus précisément le cas des femmes de Kindia, qui au premier régime le régime socialiste de la Guinée avait octroyé aux femmes artisanes, surtout les teinturières, les cordonniers, les potières et les menuisiers, des sites de production. Après le premier régime, la fin de ce premier régime, nous avons eu le régime libéral. Ce régime libéral favorise les capitaux, favorise les détenteurs du pouvoir pour pouvoir s'accaparer des terres. Raison pour laquelle le problème des teinturières s'est posé, puisque le domaine qui leur était alloué, l'accès à la terre qu'elles avaient par le biais de l'État n'est plus facile, puisque ces terres dont elles profitaient pour étaler leur linge, pour aller faire la teinture au bord des rivières, ne l'est plus, puisque ces rivières sont occupées maintenant par ont été revendus, les berges ont été revendues à des particuliers pour d'autres activités. Donc, cette dynamique des activités féminines, surtout celles des maraîchères et des teinturières, qui avant étaient organisées en communauté, sous forme collective et d'utilisation de gestion du foncier,
a tendance à disparaître avec ce nouveau régime. Donc, d'où ce problème d'urbanisation qui impacte et sur les activités des productrices vulnérables, les agriculteurs, les maraîcheurs, les teinturières. Nous avons c'est dans ce contexte maintenant que les femmes se sont retrouvées obligées de faire recours à d'autres stratégies pour pouvoir pérenniser leur activité et survivre à ce phénomène d'urbanisation galopante. Donc, j'ai fait une comparaison avec les deux cartes, c'est-à-dire une carte de dynamique d'occupation du sol de 1975 dans la commune de Kindia, dans la commune urbaine de Kindia. La végétation des années, l'occupation du sol par la végétation des années 75 et à 90% réduite en 2025. En 2025, oui. L'urbanisation, la population aussi a plus que quadruplé ou quintuplé, puisque la zone, vous voyez tout rouge, c'est l'occupation de la population, l'urbanisation poussée, qui fait que les zones agricoles et les zones nues avant se recoupent et deviennent presque invisibles sur la carte de 2025. Le problème d'eau aussi se pose. Avant, il y avait assez de sources et assez de cours d'eau à Kindia. Mais nous remarquons sur la carte de 2025, il y a très peu de cours d'eau. Pratiquement tout est, beaucoup se sont asséchés et non utilisables maintenant grâce aux constructions, au déboisement, aux constructions des infrastructures routières. Donc, pour l'évolution de la ville, j'ai voulu le mettre en photo. Vous voyez l'évolution. D'abord, la première photo, c'est la route principale que vous voyez. La troisième photo, c'est toujours la même route que vous avez vue, qui est complètement, qui a changé. Ça, c'était vers les années 2006. Ça, la photo là, date de 2010. La quatrième photo à droite. La cinquième, c'est dans les années 2012. Et comme vous voyez, de plus en plus, la végétation recule, les constructions prennent sont beaucoup plus prononcées et on a une perte de végétation qui s'amenuise d'année en année. Donc, ça, c'est le mont Gangang. C'est juste pour dire que l'urbanisation est partie jusqu'à ce qu'on a construit même sur le mont Gangang qui est juste qui est à 4 km de la ville de Kindia. Bien. Donc ici, vous avez le site, un ancien site des teinturières que j'ai voulu vous montrer. Ce site, vous voyez, c'est une rivière qui est juste derrière les petites maisonnettes là qui ont disparu. Donc l'ancien site là que vous voyez est remplacé par un hôtel 4 étoiles qui a complètement pris toute la zone des teinturières. Donc l'hôtel a récupéré le reste des terres qui restaient encore. Il est toujours en construction. Ça, il a 2 bâtiments comme ça, deux complexes comme ça. Il y a un autre encore dessus. Donc toute la zone où les teinturières s'étaient installées le long de la rivière là, elles sont parties. Objectif et questionnement. Donc notre recherche, nous le divisons nous avons 3 dimensions en fait, c'est-à-dire la dynamique foncière périurbaine et leur effet sur les activités artisanales d'abord, les rapports des femmes teinturières et avec le foncier. Nous avons aussi les rapports
entre femmes teinturières, État et acteurs privés autour du foncier. Parce qu'il est important de savoir le rôle de tout un chacun pour pouvoir au moins déterminer l'impact de cette pression foncière-là sur les activités féminines à Kindia. Donc, l'objectif, c'est d'étudier les résistances féminines face à la pression foncière à Kindia, qui appelle à une lecture pluridisciplinaire parce que là, on ne peut pas se baser seulement que sur la géographie pour pouvoir cerner le problème qui se trouve autour de cette activité, de ce problème de pression. Donc, nous avons fait appel aux gens, à la sociologie du développement, à la gouvernance foncière et à la géographie sociale. Dans quelle mesure le foncier sert de levier pour organiser la résistance des femmes teinturières à Kindia? À ce point, l'État libéral a un poids considérable sur ce problème. Aux activités privées aussi, les activités privées, les multinationales qui s'emparent du foncier puisqu'ils détiennent la ressource financière et que les autochtones ou les femmes précisément n'en ont pas. Et le foncier, nous avons le foncier comme moyen de structurer ce problème, puisque tout tourne autour du foncier. Les travaux de Anne Oakley, comme Jean et Elisabeth Hoffman, Catherine et autres, nous permettent de mieux cerner la dynamique et les résistances dans le contexte de cette urbanisation. Une marginalisation spatiale des teinturières, surtout celles installées dans les quartiers périphériques, nous révèle une division sexuée de l'espace urbain. Donc, les femmes sont menacées par la croissance urbaine et la spéculation foncière. Donc, pour Elisabeth Hoffman, on va se servir de l'empowerment pour pouvoir expliquer un peu cette dynamique, la résistance féminine d'abord et les dynamiques de l'empowerment qui va au-delà des technocraties et du libéral. Dans le cas de la teinture, c'est-à-dire c'est une teinture qui se transmet de mère en fille, de grand-mère. Donc, on peut dire que c'est une activité matrimoniale. Et les associations, les réseaux informels des actions collectives, des plaidoyers, des regroupements ont permis au moins de faire des actions politiques quotidiennes pour pouvoir toujours se maintenir et maintenir leur activité en place. Donc, il y a l'approche intersectionnelle dont on fera aussi outil pour pouvoir dénoncer les inégalités vécues par ces femmes. Il est important de remarquer que les pratiques de résistance par la constitution de collectifs, d'associations ou de réseaux de solidarité, les formes de commun de la coopérative aident à mieux structurer encore l'activité des femmes. Toujours avec le genre, l'analyse des stratégies des femmes en contournant les logiques de domination et leur rapport avec le territoire. C'est déterminant dans le cadre de situer d'abord la détermination, mais aussi du fait que cette activité est ancrée sur le territoire. Je me suis servi de Nasser et de Jean-Louis qui apportent une lecture de géographie territoriale. Donc, cette lecture permet de stabiliser, d'abord de structurer l'urbanisation des villes africaines depuis dans les années 2000 ou bien avant 2096
mais aussi les relations sociales territoriales définissant le foncier comme un espace de conflit et d'identité, puisque ces activités, telles que nous le disons, il y a d'autres activités aussi où les femmes sont impliquées, mais toutes ces activités sont en conflit, c'est autour du foncier. Tout tourne autour du foncier. Donc, quant à Charléa, pour la coexistence de logiques formelles et informelles dans la fabrique de l'urbain, nous avons ici des populations défavorisées. Voir dans quel contexte ces populations arrivent à résister dans un contexte de pauvreté et de manque de soutien. Ces actrices de l'espace urbain, qu'on peut communément appeler les teinturières, ont un support commun et du collectif aussi. Parce que le support commun, elles arrivent à s'adapter à toutes les situations dans lesquelles elles sont obligées de se trouver, soit chercher à s'accommoder à la situation qui s'oppose à elles pour ne pas qu'elles perdent sa créativité et son autonomie, mais aussi les formes de solidarité féminine permettent aussi c'est une autre forme de résistance locale que les femmes utilisent pour pouvoir s'entraider et aussi se positionner en fonction de la situation présente. Le lien avec le travail de Kindia. La croissance urbaine à Kindia envoie une recomposition des statuts du foncier. Pourquoi? Parce que dans le cas où nous avons abordé ce travail, cette urbanisation informelle que le cadastre n'arrive pas à cerner et que les victimes sont la population vulnérable, il y a eu une dernière recours qui est l'existence d'une coopérative. Cette même coopérative créée en 1961 par le premier régime du feu Sékou Touré permet à ces teinturières de se replier vers cette coopérative et de pouvoir lutter silencieusement et individuellement pour avoir un autre, faire un volte-face pour pouvoir sauvegarder leur métier. Donc, ces tensions entre le collectif et l'individuel arrivent à les maintenir jusque là où nous sommes, avec ces nombreux problèmes fonciers qu'elles rencontrent pour pouvoir exercer leur métier. Donc, j'ai mis les résultats du master parce que je peux mieux expliquer pourquoi cette teinturière, qu'est-ce qu'elles avaient au début des années 96-2000 avec l'économie libérale, devant l'ajustement structurel que les pays africains ont adopté dans les années 1988 à 1996, comment on appelle, obliger les femmes à s'organiser en organisation paysanne ou en coopérative ou groupement pour avoir des financements. Donc, j'ai fait appel aux théories de Michel Fox, c'est-à-dire à l'innovation, à l'empowerment avec Jean Lebrun, pour pouvoir expliquer les organisations paysannes, les groupements, quelle est l'importance de ces groupements, quel est l'impact de ces groupements pour faire évoluer les femmes dans leur activité qu'elles sont en train d'organiser et comment aussi les aider à améliorer les techniques pour pouvoir être compétitifs sur le marché le marché international. Mais
Dans ces organisations, il y avait des réticences, il y avait certaines puisque c'était sur la mutation d'une activité avant fermée, qui était réservée juste à une classe sociale bien déterminée. C'est pas tout le monde qui devait pratiquer l'activité. Mais avec ces organisations, ces groupements, elles étaient obligées de, de s'ouvrir à la nouveauté, c'est-à-dire à ces organisations qui s'opèrent pour pouvoir avoir des financements et être aussi, faire partie des nouvelles techniques de teinture que les organisations internationales comme le GIZ, GTZ, les ONG qui était venu avec cette nouvelle donne économique qui pointait à l'horizon. Donc, pour ne pas être de côté, elles ont préféré s'allier, se regrouper. Et le plus souvent, ces femmes qui se regroupaient, soit la femme, celles qui étaient les présidentes de la coopération, bien de l'organisation, sont souvent des femmes plus influentes que les autres. Soit elle a plus de relations, mais elle connaît aussi le métier, c'est elle qui enseigne le métier. Il y a à la fin en résumé pour le master, j'ai eu à faire trois constats. D'abord, cette organisation, il y avait toujours une influence des femmes puissantes, mais une femme teinturière puissante, soit son mari est un haut dignitaire, donc elle pouvait faire ce groupement et autres, où elle pouvait vraiment se sacrifier, faire des démarches, faire pour les papiers, pour que le groupement soit l'agrément. Donc, quand elle s'investit de la sorte, automatiquement, elle devient la dirigeante de l'organisation. Ça, c'est un. De deux, j'ai eu à constater aussi parce que je me suis intéressée aux anciennes teinturières, qu'est-ce qu'elles sont devenues, qu'est-ce qui se passe, comment elles vivent. Donc, la plupart que j'ai eu à interviewer, ou leurs enfants, ou leurs connaissances et autres, on dit que c'est des femmes qui ont eu une mort lente. Mort lente, bon, finalement, poussant un peu les enquêtes, j'ai découvert qu'il y a la plupart ont souffert de cancer, soit de la voie respiratoire, ou bien urinaire, ou bien du cancer de la peau. Et la troisième divergence que j'ai eu à trouver aussi, c'est que ces femmes artisanes n'aimaient pas les leaders femmes qui n'étaient pas de leur métier. Donc, il y avait cette réticence que j'ai découvert à la fin de mes enquêtes, maintenant auprès de ces femmes. Pour mieux cerner le terrain, puisque depuis 2012, j'avais quitté le terrain des teinturières. Donc, je suis retournée en 2025. Et 2025, les acteurs que j'ai eu à trouver sur place, c'est les acteurs politiques, les multinationales, les Chinois, les élus locaux qui se sont emparés maintenant de l'activité de la teinture, puisqu'ils voient maintenant qu'il y a une rémunération, il y a des financements qui viennent pour ces coopératives, ces teinturières. Donc, ça a été le changement aussi que j'ai constaté, que ces groupements, actuellement, à leur tête, il n'y a que des hommes. Que ce soit la coopérative des teinturières de Kindia, de l'administration, c'est les hommes qui gèrent. Au niveau de la Fédération des artisans de Guinée, il y a le président de la fédération a fait 45 ans à la tête de la fédération. Personne n'ose le déranger. Pourtant, il s'intéresse aux activités féminines et c'est lui qui gère ces coopératives. L'objectif est de comprendre les dynamiques foncières rurales récurrentes de ces conflits. Pourquoi ce conflit et qui l'entretient aussi. Donc, les limites de ce travail centré sur le groupe de Kindia, la diversité des expériences féminines, on aimerait gagner plus
à élargir cette question, cette pression foncière en ajoutant aux teinturières les agricultrices, les vendeuses de rue, les coiffeuses, les femmes en général qui sont dans l'activité économique, mais qui aussi ont un impact sur le foncier, puisque toutes ces femmes, c'est, comment dire, tournent autour du foncier et travaillent aussi avec, comment dire, travaillent avec la terre. Dans ça, si on élargit, je pense que nous pouvons avoir beaucoup plus de données. Et si les moyens nous permettent aussi d'essayer de voir, puisqu'il y a le Sénégal aussi qui est très bien développé, et le Burkina Faso, et le Mali, dont les femmes ont beaucoup de compétences et maîtrisent beaucoup mieux ce problème de foncier que celle de la Guinée, celle de Kindia précisément, de Guinée précisément de Kindia. Donc, une enquête de terrain plus approfondie par la cartographie sensible peut nous situer sur la position de ces groupements de teinturières ou de ces activités, des activités économiques des femmes en général, que ce soit teinturières ou autres, et affiner la trajectoire de la résistance pour une reconfiguration spatiale. Cela nous permettra de voir quel est le poids exact des femmes, de l'activité de ces femmes sur l'économie de Kindia. Bien. Pour le contexte, contexte foncier urbanisation, voilà. Le régime foncier local est entre coutume et État. C'est-à-dire, nous avons en Guinée deux régimes fonciers qui cohabitent. Et jusque maintenant, le coutumier l'emporte sur l'État, surtout dans les zones rurales, y compris avec ce qui aggrave avec l'expansion désordonnée aussi et la privatisation des terres qui n'a pas du tout facilité ce problème, qui l'a plus enfoncé avec le statut d'autonomisation financière des femmes. On veut une autonomisation financière pour les femmes. Pourtant, elles n'ont pas droit ni au... Elles sont pas associées d'abord au foncier, sur le foncier, que ce soit coutumier ou bien de l'État. La femme n'est pas reconnue par le code foncier guinéen. Donc, cette marginalisation à l'accès au foncier, surtout les activités qui sont sur les activités artisanales, y compris la teinture et les autres aussi, ça fait un problème pour l'acquisition de titres fonciers, pour l'achat de terrain, pour la sauvegarde de d'une portion de terre. Donc, les teinturières de Kindia, cette activité matrimoniale qui risque de disparaître s'il ne disparaît pas devant les concurrents chinois, mais ça va avoir des problèmes avec l'urbanisation. Donc, la complexité du foncier coutumier guinéen, je peux prendre l'exemple de Pascal Rey qui a beaucoup écrit sur le foncier traditionnel où le foncier n'est pas perçu comme un bien, n'est pas perçu comme un bien intrinsèque, mais comme une identité. Vous verrez des villages où le village porte le nom d'un baobab ou bien d'une rivière ou bien, comment on appelle, d'un djinn de la zone. Tout ça, c'est pour dire que l'homme africain, guinéen précisément, est lié à la terre comme si c'était, ça faisait partie de lui. Donc, la gestion des espaces fonciers en Afrique, en Guinée précisément,
particulièrement à Kenya, sont détenus par des lignages. C'est-à-dire, c'est régi par... le lignage n'est pas obligatoirement lié au chef de village. Mais il peut y avoir des autochtones qui sont là-bas, qui sont beaucoup plus puissants que le chef de village, mais qui ont le droit de donner la terre à qui ils veulent et la retirer quand ils le veulent. Donc, tous les problèmes de manioc qu'on a eu à rencontrer en Guinée, surtout les plus difficiles à résoudre, surtout entre deux villages ou dans la même famille, c'est les coutumiers qui peuvent trancher. Quand ils vont au-devant de la loi, le problème risque de s'envenimer puisque l'origine d'abord, comment la terre a été obtenue, comment les deux se sont installés, ce sont ces autochtones, ces coutumiers qui peuvent le dire. Ce n'est pas dans les écrits. Parce que vous pouvez voir un grand domaine appartenant à une communauté, mais qui n'a aucun document réglementaire avec lui. Mais tout l'entourage connaît que le domaine là d'ici jusqu'à tel lieu appartient à telle famille. Mais ils n'ont pas de document écrit. Donc, beaucoup d'auteurs ont écrit, comme Karsenty, ont écrit sur le français africain. Donc, nous avons aussi la notion de propriété privée. Avant, on n'est pas connu des sociétés africaines. Tout ce que les habitants ou bien les propriétaires terriens, c'est fait sur la base de confiance et il n'y a pas d'écrit. Donc, le système colonial qui avait d'abord centralisé la gestion foncière s'est vu après le départ, après le renversement du régime, après le départ des colons, la République qui est venue a privatisé la terre appartient à l'État. Donc, il a réquisitionné tout ce qui était terre pour pouvoir contrecarrer le colon pour que ce dernier ne puisse plus s'installer. Donc, nous avons eu à consulter Lavin Elvin pour pouvoir un peu étayer cette vision du foncier. Donc, le foncier guinéen avec la femme. Pourquoi j'ai précisé ça? Puisque le premier régime a favorisé le commun, a favorisé le partage. Ils ont donné, parce que c'était le socialisme, on a eu à donner des portions de terre aux femmes pour qu'elles puissent travailler. Précisément, le président Feu Metseptoui, l'actuel site des teinturières, c'est lui qui a donné à Kindia pour en faire un centre de formation. Et c'est dans ce centre-là que les Sénégalais sont venus se former. Les Burkinabés et les Maliens ont appris la teinture de Kindia. Donc, au deuxième régime, avec le libéralisme et les ajustements structurels, on retombe dans le domaine du bien privé. Et ce revirement n'est pas favorable à la femme pour son évolution. Donc, la terre appartient quasiment actuellement aux multinationales et à l'État et aux Antilles. Donc, les personnes vulnérables, les activités artisanales du moins, c'est les femmes qui travaillent la terre, qui font le maraîchage, qui font l'agriculture et autres, sont relégués au second plan et sont déguerpis sans préavis. Les résistances féminines à Kindia. On a bien cité l'ancrage territorial, bien sûr, qui est menacé doublement. L'enracinement coutumier, une stratégie d'ancrage communautaire créée par les femmes. La communauté avant octroyé aux femmes des lieux pour qu'elles puissent développer leur activité. Maintenant, l'accès à la terre
par les femmes se fait indirectement. Parce que la femme, même dans le lignage, l'appartenance à une famille qui a déjà des parcelles de terre ne fait pas de toi héritière. L'héritage, la femme n'hérite pas de terre chez son papa, dans sa famille, je veux dire, mais aussi, elle n'hérite pas non plus euh, chez son, euh, chez son mari quand elle est épousée. Soit c'est le passé, elle fait des enfants garçons, les terres données à ses enfants, ce sont ces terres qui lui reviennent. Ou si son mari lui donne des patates pour pouvoir faire ses cultures maraîchères et autres, c'est ce qui lui revient. Malheureusement, pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, non seulement n'auront pas d'héritage foncier chez leur mari ou décès de ce dernier, mais elle n'a pas où retourner en famille parce que là-bas, elle n'a pas droit non plus à l'héritage. Donc, ces alliances sociales, nous avons des alliances sociales, elles se servent des alliances sociales, les femmes, pour garantir leur présence sur leur terre, c'est-à-dire de se confier aux chefs religieux, se confier aux chefs de village. Certaines aussi usent comment on appelle, de stratégie politique pour pouvoir, par exemple, si le chef de village veut qu'on le reconduise et qu'il soit favorable, il se confie à ces femmes artisanes qui, comment on appelle, politiquement, l'aident à s'installer. Donc, il y a une sorte comment on appelle, de contrat qui existe entre ces femmes. C'est une manière aussi de pouvoir, c'est une manière de pouvoir se sédentariser, de garder les terres qu'on leur a données, mais pas d'écrit ni autre. C'est des trucs qu'on leur donne en prêt jusqu'à ce qu'elles puissent faire leur activité là-bas sans que personne ne les dérange. Donc, cette occupation est basée sur le fait de négociation, de reconnaissance sociale et aussi de l'aide que ces teinturières vont apporter pour pouvoir maintenir la chefferie de tel ou de tel. Bien. Les mobilisations collectives, c'est-à-dire, comme je l'ai un peu dit plus haut, la création des associations, des coopératives, les pétitions, les femmes en ont écrit, ils en ont fait des démarches pour pouvoir avoir au moins le droit d'acheter des terres qui peuvent leur servir pour leurs activités artisanales. Donc, les négociations avec les autorités sont sur la base de reconnaissance des droits d'usage, mais elles ne peuvent pas acheter de terre, surtout quand elles sont en coopérative. Et l'innovation spatiale, pour une relocalisation temporaire, le partage de l'espace et l'adaptation des techniques de teinture permet de renforcer c'est une résistance aussi, une forme de résistance qui permet de valoriser leur savoir-faire. Et ça leur permet aussi de faire des voyages, de faire des expositions, d'être connus sur le plan international. Donc, sur les photos que je vous montre, ça c'est l'actuelle coopérative des teinturières qui a été, elle a été rénovée par l'ONG Inabel, qui actuellement est très ancrée sur ses activités artisanales, et, y compris les femmes teinturières, les agricultrices, le développement des jeunes. Donc, actuellement, c'est Inabel qui a remplacé GIZ, qui remplace beaucoup d'autres ONG qui se sont impliquées dans l'évolution de la structure là.
Donc, d'abord, le problème d'eau, pour le résoudre, Enabel a fait un forage que vous voyez ici, qui permet aux femmes puisque les rivières, les eaux des rivières sont devenues très sales avec l'urbanisation, c'est devenu des dépotoirs d'ordures, donc elles ne peuvent plus travailler là. Donc, Enabel les a dotés de forage pour pouvoir faire les activités euh, l'activité artisanale sans problème. Et aussi les femmes qui travaillent, c'est teinturière, il y a une école qui est faite pour une sorte de garderie pour leurs enfants, pour qu'elles n'aillent pas, quand elles sont débordées par le travail, qu'elles ne quittent pas pour aller très loin chercher leurs enfants. La zone où vous voyez, où tous ces ustensiles-là qui sont là, ce sont les ustensiles pour faire la teinture. Pourquoi je le montre? Le sol, peut-être que la photo n'est pas tellement bien visible, mais la teinture est une activité qui est très, très salissante et dangereuse pour les enfants. Donc, ici, c'était l'entretien que j'ai fait avec l'adjointe de la coordinatrice de la coopérative, parce que je ne l'ai pas trouvé sur place. C'est elle qui m'a donné ces renseignements. Les femmes sont en train de travailler. Ce jour, c'était un jour de repos. Il n'y a eu que 10 femmes qui étaient venues pour faire le reste du travail. Donc, je n'ai pu avoir que ça. Mais la coopérative regroupe 300 et quelques teinturières. Bien, toujours, c'est à l'intérieur de la teinture, comment on appelle, de la coopérative. Et là, j'ai mis la Fédération préfectorale des artisans de Kindia, qui, elle aussi, à l'intérieur d'ici, les hommes font de la teinture. Donc, le constat qui est fait, la mise à l'écart des femmes sur la scène foncière, les politiques foncières comprennent que les femmes et leur résistance se heurtent à ce mécanisme d'exclusion invisible. Il n'est pas dit que on ne se vend pas la parcelle, mais si on vous vend la parcelle, les moins les femmes sont réduites. La même parcelle peut être vendue à un homme beaucoup plus riche et celle-là ne pourra pas aller se défendre. Donc, d'une manière, pour cette recomposition de la ville que nous observons avec la dislocation du communes, nous avons l'adaptabilité des femmes sous les formes de déplacement. C'est-à-dire, quand on les fait dégager d'un point à un autre, elles ont le matériel mobile qu'elles ont pour pouvoir s'adapter à la condition. Mais ce qui fait qu'il y a toujours cette faiblesse, il y a cette marginalisation qu'elles subissent avec le foncier. Les femmes sont les principales actrices concernant la reconfiguration sociale et territoriale. Nous avons ces points à approfondir, à mieux étudier pour pouvoir mieux aussi cerner la quintessence de ces problèmes. Bien sûr qu'il y a la coopérative qui existe et cette coopérative ne peut pas, elle ne peut pas englober toutes les femmes et les problèmes que chacune d'entre elles rencontre en dehors de la coopérative est significatif aussi. À mieux expliquer quel est le rôle des institutionnels, des pouvoirs locaux sur l'activité de ces femmes, mais aussi leur implication, quel est l'impact sur l'activité. Nous avons les pratiques adaptatives qui font usage du langage du droit coutumier. Ce droit coutumier qui a un peu allégé la souffrance des femmes, puisque certains dignitaires, quand les femmes vont aller se plaindre à leur niveau,
les consoles et les recasent dans des coins fortuits, mais qui, à la longue, ne résistent pas, puisque s'il y a d'autres qui viennent comment on appelle, des partenaires qui viennent pour pouvoir installer, comme vous avez vu pour l'hôtel, quelle que soit la motivation de la personne, mais devant certaines sommes, il ne peut pas résister. On les fait déguerpir encore. Donc, la résistance face à l'espace, considérer le foncier comme un espace de lutte. Donc, ce qu'on a eu en conclusion comment on appelle, à remarquer, c'est que le foncier est au centre de ces interactions, c'est-à-dire tout tourne autour du foncier, que ce soit les espaces économiques, c'est-à-dire l'économie des localités, les élus locaux, les étrangers qui sont à la recherche d'espace. Donc, cette revendication des productrices qui est légitimée pour pouvoir, comment on appelle, sauvegarder leur travail, pour pouvoir, cette créativité qu'elles ont, reste toujours un point central, et le point central, c'est toujours le foncier. Donc, le collectif que nous avons, le commun que nous avons qui est en disparition, le collectif qui vient en remplacement du commun, nous avons ce partage et la gestion collective de ces espaces-là qui actuellement fait un état de conflit entre les gouvernants, les productrices vulnérables, les femmes, surtout les femmes, mais aussi les élus locaux. Et on ne peut donner raison aux femmes, puisque ces femmes, avec leur créativité, ce qu'elles ont comme savoir, ne profitent pas directement aux municipalités. Les perspectives que nous avons eu à avoir, c'est-à-dire c'est la transformation des formes communautaires, peut-être ça pourra aider les femmes à avoir une bonne évolution, une bonne compréhension au niveau communautaire, les résistances au niveau politique, les femmes soient entendues, que leurs produits soient patrimonialisés, si on peut dire. Peut-être ça fera une chance pour leur garantie, mais aussi l'affirmation, la reconnaissance de leur importance dans la ville ou bien dans le pays dans lequel elles se trouvent. Donc, c'est ce que j'avais à vous soumettre aujourd'hui. J'espère que, en tout cas, je suis ouverte à toute critique et suggestion.